Ah tiens, c'est ce que tu mérites. Mon père, Alain, m'a tendu le paquet cadeau par-dessus la table du réveillon, un sourire en coin flottant sur ses lèvres. L'odeur de la dinde au marron et du sapin fraîchement coupé emplissait la pièce, un décor de bonheur familial en totale dissonance avec le mépris dans son regard. Le paquet était magnifique, enveloppé dans un papier doré brillant, mais il ne pesait rien. Je l'ai ouvert sous les yeux de ma mère, Isabelle, figée dans son silence habituel, et de mon frère aîné, Maxime, qui peinait à dissimuler son amusement. À l'intérieur, il n'y avait rien, juste un petit bout de papier plié en 4. 5 mots écrits de sa main, comme une sentence. Le poids de cette boîte vide était écrasant. C'était la matérialisation de ma valeur à ses yeux. Un néant. À 23 ans, mon propre père venait de me signifier publiquement que je n'étais rien, un simple espace vacant dans sa vie. C'était le premier Noël que je passais avec eux depuis que j'avais emménagé dans mon propre studio 1 an plus tôt. J'avais économisé chaque centime de mon modeste salaire de graphiste junior pour m'offrir cette indépendance, ce petit havre de paix loin de l'atmosphère étouffante de cette maison. J'étais revenue par obligation, par tradition, mais aussi avec une dernière lueur d'espoir naïf, pensant que mon départ aurait peut-être changé leur perception de moi. Quelle idiote! Je me demande si vous aussi, vous avez déjà ressenti ce moment précis où l'espoir se brise contre le mur de la réalité familiale. Ce soir-là, j'ai compris que la distance n'avait rien arrangé. Elle n'avait fait que leur offrir une nouvelle scène pour leur cruauté habituelle. La chaleur des guirlandes lumineuses semblait se moquer de moi, éclairant brutalement la vérité que j'avais si longtemps refusé de voir. Le véritable point de rupture, ce ne fut ni la boîte, ni même le mot. Ce fut le regard qui suivit. En relevant la tête, j'ai surpris mon père et Maxime échangeant un coup d'œil complice, un éclair de triomphe partagé avant qu'il n'étouffe un rire. Cette complicité était une seconde lame, plus profonde encore. Maxime, le fils prodige, dont la grande école de commerce et le premier appartement avaient été financés par des moyens que je ne soupçonnais que trop bien. Il était au courant. Il profitait de mon humiliation, de mon effacement. Mais ils ignoraient une chose. Ils ne savaient rien de mon rendez-vous discret, 2 semaines plus tôt, avec Monsieur Dubois, le comptable de l'entreprise familiale. Un vieil ami de ma mère, dont la conscience avait fini par peser plus lourd que sa loyauté envers mon père. Ce jour-là, il m'avait remis un dossier cartonné. Ses mains tremblaient légèrement. Ce dossier était maintenant dans mon sac à main, posé contre ma chaise. Il contenait 5 années de ma vie, résumées en chiffres et en documents officiels. Les copies des fiches de paie déclarées à l'État en mon nom, pour un salaire au SMIC que je n'avais jamais vu. À côté, mes relevés bancaires de l'époque, qui ne montraient que les virements mensuels de 300 € d'argent de poche, comme mon père aimait les appeler. La différence, une somme colossale de plus de 120 000 €, avait été détournée pour financer le succès de mon frère. Alors que je repliais soigneusement le petit mot et le reposais dans sa boîte vide, une étrange vague de calme m'a envahi. La colère avait laissé place à une détermination froide comme l'acier. J'ai regardé mon père, son visage rayonnant de sa petite victoire. Il ne savait pas que ce soir-là, moi aussi, j'avais apporté un cadeau. Tout a commencé quand j'avais 16 ans, avec une proposition qui ressemblait à une chance inouïe. Mon père m'avait offert un poste dans son entreprise de BTP pour les étés et les mercredis après-midi. « Tu apprendras le métier, tu verras ce que c'est que de travailler dur », avait-il dit avec un air paternaliste que je prenais alors pour de la bienveillance. J'étais chargée de la comptabilité de base, des devis, du suivi des factures. Je me sentais investie d'une mission, fière de mériter ma place dans le monde des adultes, dans son monde. En guise de salaire, il me versait 300 € par mois sur mon compte, en appelant cela mon argent de poche. Pour moi, c'était une fortune, un premier pas vers l'indépendance. J'étais si jeune, je n'ai jamais pensé à demander un contrat, une fiche de paie. Je lui faisais une confiance aveugle, car un père est censé vouloir le meilleur pour son enfant, n'est-ce pas? Il ne me formait pas, il m'utilisait. Pendant 5 ans,
mes responsabilités ont grandi de manière exponentielle. Je n'étais plus l'adolescente qui classait des papiers. Je gérais les plannings des ouvriers, je négociais avec les fournisseurs, je préparais les dossiers pour les appels d'offres. Chaque été, pendant que Maxime partait en voyage en Espagne ou en Italie avec ses amis, je passais mes journées sous les néons blafards du bureau, le nez dans des tableurs Excel. Il me disait que c'était un sacrifice nécessaire, que je bâtissais mon avenir. Pendant ce temps, mon frère, lui, bâtissait sa légende. Il était le futur brillant diplômé, celui pour qui on organisait des dîners de célébration à chaque examen réussi. Moi, j'étais la petite main efficace et silencieuse, la cheville ouvrière invisible dont on ne parlait jamais. Ma présence était si normale, si acquise, que personne ne semblait plus remarquer les heures que j'y consacrais, sans jamais me plaindre. Cette exploitation a pu durer si longtemps parce qu'elle était enrobée dans le langage de l'amour familial et de l'opportunité. Mon père excellait dans l'art de me faire croire que tout cela était un privilège. « Tu as de la chance. Tu apprends sur le tas ce que d'autres peinent cher pour étudier », me répétait-il souvent. Il me présentait ce travail non rémunéré comme un investissement que je faisais sur moi-même, sous sa tutelle généreuse. Et j'y ai cru, car je voulais désespérément son approbation. Chaque compliment sur un dossier bien ficelé était une miette d'affection que je savourais comme un festin. J'avais besoin de me sentir utile, indispensable à l'entreprise, car c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour exister à ses yeux. J'étais prisonnière de mon propre désir de reconnaissance, une prison dorée dont il détenait la seule clé, et il le savait parfaitement. Le doute a commencé à s'immiscer en moi à l'année de mes 20 ans. C'était un soir. J'avais travaillé tard pour boucler un bilan trimestriel. En passant devant le salon, j'ai surpris une conversation entre mes parents. Ma mère s'inquiétait du coût exorbitant de la nouvelle voiture de Maxime. Mon père a ri, un rire sec et dédaigneux. « Ne t'en fais pas, Isabelle. Avec les charges qu'on économise grâce à Chloé, on peut bien lui offrir ça. » Cette phrase a résonné en moi comme un coup de tonnerre silencieux. Les charges. Ce mot technique, froid, a soudain déchiré le voile de l'affection familiale. Pour la première fois, je n'étais plus sa fille qui aidait. J'étais une ligne comptable, une économie sur un bilan. Ce soir-là, en regardant mon reflet dans la fenêtre sombre du bureau, j'ai compris que la valeur qu'il me donnait n'était pas émotionnelle, mais purement financière. Cette prise de conscience a été le catalyseur de mon départ. Il m'a fallu encore une année pour économiser assez d'argent, en acceptant des petits boulots de graphisme en freelance la nuit, pour enfin pouvoir prendre mon propre appartement. La distance physique était nécessaire pour que je puisse penser clairement, loin de son influence constante. C'est seulement une fois installée dans mon petit studio, entourée de mes propres murs, que j'ai eu le courage de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai cherché le numéro de Monsieur Dubois dans mes anciens contacts. Sa voix au téléphone était hésitante, presque craintive. Il a accepté de me voir, non pas à son bureau, mais dans un café discret de l'autre côté de la ville. Le poids du secret qu'il portait était visible dans ses yeux fatigués, bien avant même qu'il n'ouvre la bouche pour me confirmer ce que mon cœur savait déjà. Le silence qui a suivi leur rire était plus assourdissant que n'importe quel cri. Mon père, visiblement satisfait de son effet, a reposé ses couverts avec une lenteur théâtrale. Il a essuyé sa bouche avec sa serviette, son regard balayant la table avant de se poser à nouveau sur moi. « Tu vois, Chloé » a-t-il commencé d'un ton faussement professoral. « C'est une leçon importante. Le monde ne te doit rien. Il faut arrêter de croire que tout est dû. » Cette phrase, prononcée avec le plus grand sérieux, était une inversion abjecte de la réalité. Il me reprochait une avidité imaginaire, alors que c'était lui qui m'avait spolié pendant 5 ans. Il ne se contentait pas de m'humilier. Il tentait de réécrire l'histoire, de me peindre comme l'enfant gâté et lui, comme le père sage qui m'enseignait une dure vérité. C'était la justification qui suivait l'affront, une tentative de légitimer sa propre cruauté. Maxime, mon frère, a alors posé sa main sur mon bras, un geste qui se voulait apaisant mais qui me brûlait la peau. « Allez, Chloé, ne fais pas cette tête. C'est juste une blague de papa, tu le connais. Il ne faut pas être si susceptible. » Son ton était léger, presque enjoué, comme si ma douleur était un simple caprice d'enfant.
Il portait une montre de luxe, un cadeau de notre père pour sa réussite, dont le bracelet en cuir brillait sous la lumière des bougies. Chaque détail de son apparence criait le confort et le succès, un succès financé par mon travail non rémunéré, par les 120 000 € qui auraient dû être les miens. Sa complicité n'était pas passive, elle était active. En me demandant de ne pas être susceptible, il validait l'humiliation et me sommait de l'accepter en silence, protégeant ainsi le système qu'il avait tant favorisé. Il était le complice parfait, souriant et insouciant. Mon dernier espoir s'est tourné vers ma mère. Je l'ai regardée, implorant silencieusement une once de soutien, un mot, un simple regard de désapprobation envers mon père. Mais Isabelle fixait son assiette de dinde à moitié mangée, comme si sa vie en dépendait. Ses mains, posées de chaque côté de son assiette, étaient crispées, les jointures blanches. Elle n'a pas dit un mot. Son silence était une réponse plus claire que n'importe quelle phrase. C'était le choix de la paix à tout prix, la décision de sacrifier sa fille sur l'autel de son confort conjugal. Elle savait. Monsieur Dubois me l'avait confirmé, elle était au courant de l'arrangement financier depuis des années. Son inaction n'était pas de la faiblesse, c'était une trahison consciente et continue. J'ai compris à cet instant que le front familial était uni contre moi. Je n'avais pas d'alliés dans cette maison, seulement des juges et des profiteurs. C'est mon père qui a brisé la tension, comme s'il sentait que le moment était propice pour réaffirmer son autorité et sa vision du monde. Il a levé son verre de vin rouge, un sourire triomphant éclairant son visage. « À la famille », a-t-il proclamé, son regard se posant fièrement sur Maxime. « Et à la réussite, celle que l'on obtient par le travail et le mérite. » Le verre de mon frère s'est levé pour trinquer avec le sien, le tintement du cristal résonnant dans la pièce comme un coup de marteau sur un cercueil. Cette hypocrisie était insoutenable. Porteur un toast à la réussite fondée sur le mérite, alors que la personne qui l'avait exploité était assise en face de lui, humiliée et dépossédée. Ce son, ce simple cliquetis de verre, a été l'étincelle finale. La colère froide qui m'habitait s'est transformée en une certitude glaciale. La comédie était terminée. Je n'ai pas levé mon verre, je n'ai pas souri. Lentement, j'ai posé ma fourchette et mon couteau sur le bord de mon assiette. Le léger bruit de la porcelaine a suffi à attirer leur attention. Tous les regards se sont tournés vers moi, interrogateurs. Le sourire de mon père s'est légèrement effacé. Il s'attendait probablement à une crise de larmes, à ce que je quitte la table en claquant la porte. C'était mon rôle habituel, celui de la victime silencieuse qui finit par s'enfuir. Mais ce soir, je n'allais nulle part. Avec une lenteur délibérée, j'ai baissé la main pour attraper mon sac à main, posé contre le pied de ma chaise. Ma main a trouvé ce qu'elle cherchait. La chemise cartonnée, rigide et lourde de vérité. Le poids de ce dossier était bien plus réel que celui de la boîte vide. Il était temps de leur montrer mon cadeau. J'ai sorti la chemise cartonnée de mon sac et je l'ai posée sur mes genoux, sous la nappe. Le contact du carton, froid et rigide, était un ancrage dans la tempête émotionnelle de ce dîner. Ce dossier représentait des semaines de solitude et de préparation méticuleuse. Après avoir quitté la maison familiale, je m'étais enfermée dans mon petit studio, non pas pour pleurer, mais pour réfléchir. Le silence de mes 4 murs est devenu mon allié le plus précieux. Loin de leur voix, de leur jugement et de leur manipulation quotidienne, j'ai enfin pu entendre mes propres pensées. La douleur, vive et brûlante au début, s'est lentement transformée en une énergie froide, une concentration absolue. J'ai compris que mes larmes ne changeraient rien. Ils ne répondaient qu'à un seul langage, celui du pouvoir et des conséquences. Je devais donc cesser d'être la victime et devenir une stratège. Mon studio n'était plus un refuge, c'était un quartier général. Le premier pas de mon plan fut le plus difficile. Décrocher mon téléphone et composer le numéro de Monsieur Dubois. Je me souvenais de lui comme d'un homme doux et effacé, un vieil ami de ma mère qui venait parfois dîner à la maison. J'ai hésité pendant 1 heure entière, la main tremblante au-dessus du clavier. Et s'il refusait ? Et s'il prévenait mon père ?
mais le souvenir du rire complice de mon frère m'a donné le courage nécessaire. Sa voix, au bout du fil, était tendue, presque craintive, mais il a accepté de me rencontrer sans poser de questions. Il a insisté pour un lieu neutre, un petit café près de la gare, loin des regards familiers. Ce choix m'a confirmé qu'il savait. Il portait un fardeau, et peut-être, tout comme moi, cherchait-il une occasion de s'en délester. Cet appel a été un saut dans le vide. Mais pour la première fois, j'ai senti que je n'étais peut-être plus totalement seule dans ce combat. Le jour du rendez-vous, l'odeur du café et de la pluie sur le trottoir se mêlait à mon anxiété. Monsieur Dubois était déjà là, assis dans un coin sombre, une chemise cartonnée posée sur la table devant lui. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il n'a pas tourné autour du pot. Il m'a expliqué qu'il avait vu mon père me déclarer au SMIC chaque mois pendant 5 ans. Il avait vu les bulletins de paie fictifs, créés uniquement pour la comptabilité, et il savait que l'argent n'arrivait jamais sur mon compte. « Ta mère était au courant, Chloé », a-t-il murmuré, sans oser me regarder. Alain lui disait que c'était une manière d'optimiser les charges de l'entreprise et de mettre de l'argent de côté pour l'avenir de Maxime. Il a poussé le dossier vers moi. À l'intérieur, tout y était. Les déclarations URSSAF, les copies des bulletins et un calcul précis de la somme totale. Plus de 120 000 €. La preuve était là, froide, administrative, irréfutable. De retour dans mon appartement, j'ai étalé les documents sur ma petite table basse. Chaque chiffre était un clou de plus dans le cercueil de l'image que j'avais de mon père. Ce n'était pas une erreur, ni une négligence. C'était un système organisé, une spoliation méthodique qui avait duré 60 mois. La colère a laissé place à une détermination glaciale. Un simple avocat, une lettre recommandée ? Non. Il aurait nié, m'aurait accusé de mensonge, aurait retourné la situation contre moi, comme il l'avait toujours fait. Ma mère l'aurait soutenu, par peur. Mon frère aurait ri de ma tentative. L'humiliation qu'il m'avait infligée était publique, au cœur de la famille, leur scène de théâtre préférée. La justice devait donc être rendue sur cette même scène. Le repas de Noël, leur célébration annuelle de l'hypocrisie et de la réussite de Maxime, serait le lieu parfait. Je n'allais pas demander justice, j'allais l'imposer. Les jours qui ont précédé Noël ont été étrangement calmes. J'ai continué à travailler, à vivre ma vie, mais une partie de mon esprit était entièrement dédiée à la préparation de ce moment. J'ai relu les documents jusqu'à les connaître par cœur. J'ai répété les phrases clés dans ma tête, non pas pour me donner du courage, mais pour m'assurer que chaque mot serait précis, factuel, et dénué de toute émotion superflue. Je ne voulais pas leur offrir le spectacle de ma douleur, mais celui de leur propre turpitude, exposée sous la lumière crue des faits. Le 24 décembre, en fin d'après-midi, j'ai soigneusement glissé la chemise cartonnée dans mon sac à main. J'ai pris une profonde inspiration, regardé une dernière fois mon petit appartement, ce lieu où j'avais enfin trouvé la force de me battre. Puis, je suis sortie. La route jusqu'à la maison de mes parents m'a semblé plus courte que jamais. Le moment était venu. J'ai glissé le dossier hors de mon sac, le posant délicatement sur la nappe blanche, à côté de mon assiette à peine touchée. Le carton beige, banal et anonyme, semblait presque incongru au milieu des verres en cristal et de l'argenterie. Un silence pesant est tombé sur la table, brisant net les murmures de la digestion et la musique de fond. Tous les regards étaient fixés sur cet objet, puis sur moi. Mon père fronçait les sourcils, une lueur d'agacement dans les yeux, s'attendant sans doute à une nouvelle scène de mélodrame de ma part. Maxime affichait un air d'ennui condescendant. Mais je n'allais leur offrir ni larmes, ni cris. La colère était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Elle avait été remplacée par une clarté froide et tranchante. Ce n'était pas un acte de vengeance, mais un acte de rééquilibrage, une simple transaction commerciale pour solder 5 années de ma vie. J'ai pris une profonde inspiration, le parfum de la cire de bougie emplissant mes poumons. « Papa » ai-je commencé, ma voix étonnamment stable, coupant le silence comme une lame. « Tu as raison. Ce cadeau était très représentatif de ce que tu penses que je mérite. Alors, à mon tour, j'en ai un pour toi. »
J'ai poussé la chemise cartonnée vers le centre de la table. De mes doigts, j'ai ouvert le rabat et j'ai fait glisser la première page, une simple feuille de calcul, vers lui. Ceci est le calcul de ce que tu me dois. Plus de 120 000 €. Le salaire que tu as déclaré à l'État à mon nom pendant 5 ans, au SMIC, et que je n'ai jamais touché. Son visage, d'habitude si rougeaud et autoritaire, est devenu blême. Le seul bruit dans la pièce était le bourdonnement lointain du réfrigérateur dans la cuisine, un son mécanique et indifférent qui soulignait l'arrêt complet de nos vies. Il a fixé le papier, ses lèvres s'entr'ouvrant, sans qu'aucun son n'en sorte. La vérité, présentée en chiffres, est souvent la plus brutale. Mon regard s'est ensuite tourné vers Maxime. Il me fixait, l'incompréhension luttant contre une colère naissante sur son visage. « Toi » ai-je continué d'un ton égal, « tu t'es souvent demandé comment papa avait pu financer si facilement ta grande école de commerce et l'apport pour ton premier appartement. Tu te vantais de sa générosité, de sa foi en ton potentiel. » J'ai fait un léger signe de tête en direction des documents. Une bonne partie de la réponse est là-dedans. Ta réussite, ton confort, ton avenir. Tout cela a été bâti sur mon travail non rémunéré, sur l'argent qui m'a été volé. J'ai vu ses mains se crisper sur la nappe immaculée, ses jointures devenant aussi pâles que le visage de notre père. Le fils prodige venait de découvrir que sa couronne était faite de laiton et non d'or, et que son piédestal reposait sur les fondations de mon sacrifice forcé. Son silence était assourdissant, l'aveu silencieux de sa propre complaisance. Ma mère, elle, a porté une main tremblante à sa bouche, son alliance en or brillant faiblement sous la lumière du lustre. Ses yeux étaient écarquillés, fixés sur le dossier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Elle savait. Monsieur Dubois me l'avait confirmé. Son geste n'était pas celui de la surprise, mais celui de l'horreur de voir un secret, qu'elle avait aidé à garder par son silence, explosé au grand jour de la manière la plus dévastatrice qui soit. Pendant des années, elle avait choisi la paix du foyer au détriment de la justice pour sa propre fille. Elle avait validé cette spoliation par sa passivité, se convainquant peut-être que c'était pour le bien de la famille, pour la réussite du fils aîné. Ce soir-là, elle comprenait enfin que le prix de cette paix avait été ma dignité, et que la facture venait d'être présentée à toute la table. Son silence, qui avait été sa forteresse, venait de s'effondrer en poussière. Mon père a finalement retrouvé un semblant de voix. « C'est absurde. Tu as perdu la tête, » a-t-il balbutié, tentant de rassembler les lambeaux de son autorité. Mais son regard fuyait le mien. Ces documents ne prouvent rien. Je les regardai droit dans les yeux, sans ciller. Ils prouvent tout. Ce sont les copies des déclarations que M. Dubois a faites pour l'entreprise. J'ai aussi mes relevés de compte de l'époque. J'ai posé mes mains à plat sur la table. Nous avons 2 options. Soit tu signes un accord de remboursement que j'ai préparé, et cette histoire reste entre ces 4 murs. Soit, dès mardi, je dépose un dossier au prud'homme pour travail dissimulé et salaires impayés. Je te laisse imaginer ce qu'un contrôle fiscal trouvera ensuite. Le roi était nu. Le patriarche tout-puissant était réduit à un homme piégé, son empire de mensonges s'effondrant sous le poids d'une simple chemise en carton. La partie était terminée. J'avais gagné. Le silence qui a suivi mon ultimatum était d'une densité extraordinaire, un vide sonore où chaque seconde semblait durer une éternité. Mon père a tenté un dernier bluff, un rictus méprisant qui s'est figé sur ses lèvres avant même de se former complètement. Ses yeux ne me fixaient plus, ils étaient rivés sur les documents, sur les chiffres noirs imprimés sur le papier blanc. Il savait que je ne mentais pas. La menace des prud'hommes était sérieuse, mais celle d'un contrôle fiscal était une sentence de mort pour son entreprise bâtie sur des arrangements et des non-dits. Son empire, qu'il pensait si solide, reposait sur des fondations d'argile. J'ai vu la peur remplacer l'arrogance, une peur viscérale de tout perdre. Son statut, sa réputation, l'admiration qu'il exigeait de tous. Sans un mot, il a attiré vers lui l'accord de remboursement que j'avais fait rédiger par un avocat. Sa main, celle qui m'avait tendu la boîte vide, tremblait en signant son nom. La signature était à peine lisible,
le gribouillis d'un homme vaincu. Ce fut ma mère qui brisa le silence. Elle s'est levée, son mouvement lent et rigide, comme celui d'une statue qui s'anime. Son regard n'était pas pour moi, mais pour son mari. Pour la première fois de ma vie, je l'ai entendu utiliser un ton qui n'était ni plaintif ni conciliant, mais froid comme l'acier. « Tu vas rembourser chaque centime, Alain », a-t-elle dit, sa voix basse mais portant dans toute la pièce. « Chaque centime. Ou demain, je demande le divorce. Je ne passerai pas le reste de ma vie aux côtés d'un homme qui vole sa propre fille. » Cet ultimatum n'était pas un acte de soutien tardif envers moi, mais un acte de préservation personnelle. Le voile était enfin tombé. Elle ne voyait plus le patriarche protecteur, mais un escroc qui avait mis en péril la stabilité de sa propre existence. La confiance, le pilier de leurs 30 années de mariage, venait de se pulvériser sous ses yeux. La famille parfaite qu'elle s'était efforcée de maintenir n'était plus qu'une ruine fumante. Maxime, lui, était devenu invisible. Assis à table, il fixait un point vide sur la nappe, son visage vidé de toute expression. La montre de luxe à son poignet, symbole éclatant de sa réussite, semblait soudain lourde et vulgaire. Chaque étape de son ascension, son école prestigieuse, son appartement dans un quartier prisé, ses voyages, tout cela était maintenant souillé par l'origine de l'argent qu'il avait financé. Il n'était plus l'héritier méritant, le fils prodige. Il était le bénéficiaire silencieux d'une spoliation. Le regard complice qu'il avait échangé avec mon père quelques heures plus tôt pesait désormais comme une dette morale impossible à rembourser. Je n'ai pas eu besoin de lui adresser un mot de plus. La vérité, une fois révélée, avait fait son œuvre. Il porterait pour toujours la connaissance que son succès n'était pas le fruit de son seul talent, mais le résultat d'une injustice dont j'avais été la seule victime. Son piédestal venait de s'effondrer. J'ai récupéré ma copie de l'accord signé et je l'ai glissé soigneusement dans mon sac. Le repas de Noël était terminé. Les bougies s'étaient presque consumées, projetant des ombres dansantes sur les visages défaits de ma famille. La dinde au marron gisait, froide et abandonnée, dans les assiettes. Je me suis levée sans un mot. Il n'y avait plus rien à dire, ni adieu, ni au revoir. En me dirigeant vers la porte d'entrée, j'ai senti leurs 3 regards peser sur mon dos. C'était un silence rempli de tout ce qui n'avait jamais été dit, un silence qui actait la fin d'une ère. En franchissant le seuil de cette maison pour la dernière fois, je n'ai ressenti ni triomphe, ni joie. Juste un immense soulagement, la sensation physique d'un poids écrasant qui se détachait enfin de mes épaules. Je ne fuyais plus une prison. Je quittais simplement un lieu qui ne m'appartenait plus et qui ne m'avait en réalité jamais appartenu. Dehors, l'air froid de la nuit de décembre m'a semblé pur et vivifiant. J'ai marché lentement vers ma voiture, les lumières de Noël des autres maisons scintillant autour de moi comme des promesses silencieuses. Ce n'était pas une vengeance, c'était une rectification. Il ne s'agissait pas seulement des 120 000 €, il s'agissait de reprendre possession de ma propre histoire, de refuser le rôle de victime qu'il m'avait assigné. Dans mon sac, ce document n'était pas qu'un simple papier. C'était un acte de propriété sur mon avenir. Le premier virement était prévu pour le 15 janvier, une somme qui ne pourrait jamais effacer les années de mépris, mais qui me donnerait les moyens de construire quelque chose qui soit entièrement à moi. Une nouvelle vie, loin d'eux, bâtie non pas sur des mensonges, mais sur la vérité que j'avais eu le courage d'exposer. Je savais maintenant exactement ce que j'allais en faire. Le 15 janvier, comme convenu, le premier virement de 10 000 € est apparu sur mon compte en banque. Je suis restée de longues minutes à fixer les chiffres sur l'écran de mon téléphone, non pas avec l'excitation d'une gagnante, mais avec le soulagement solennel de quelqu'un qui récupère un bien volé. Ce n'était pas un cadeau, ce n'était pas une aumône, c'était un dû, la restitution matérielle de 5 années de ma jeunesse. Cet argent n'avait pas l'odeur du succès, mais celle de la justice. Il représentait bien plus qu'un simple solde bancaire. C'était la première pierre de ma nouvelle vie, le capital de départ pour un projet que je mûrissais en secret depuis des mois. J'ai immédiatement pris rendez-vous avec un conseiller de la banque, non pas pour placer cet argent, mais pour le mettre au travail. Mon père m'avait appris malgré lui une chose essentielle.
la valeur de l'investissement. J'allais investir dans la seule personne en qui j'avais désormais une confiance absolue, moi-même. 2 mois plus tard, j'ai signé les statuts de ma propre agence de communication visuelle. Je l'ai appelée « l'encre », car c'est exactement ce qu'elle représentait pour moi. Un point fixe et solide dans l'océan tumultueux de mon passé. J'ai loué un petit bureau dans un espace de coworking, un lieu vibrant d'énergie et de créativité, à des centaines de kilomètres de ma ville natale. Le premier contrat que j'ai décroché était modeste, la création d'un logo pour une boulangerie de quartier, mais je l'ai célébré comme la plus grande des victoires. Chaque ligne que je dessinais, chaque couleur que je choisissais, était un acte de reconstruction. Je ne travaillais plus pour mendier une once d'approbation ou une miette d'affection. Je travaillais pour moi, pour mes clients, pour bâtir quelque chose de tangible et d'honnête. Le son de mon propre nom sur la boîte aux lettres de l'entreprise était la plus douce des musiques, la preuve irréfutable que j'existais enfin par moi-même, et pour moi-même. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes d'eux. Une connaissance commune m'a raconté que mes parents avaient vendu la maison familiale 6 mois après ce fameux Noël. Apparemment, ils ne supportaient plus de vivre entre ces murs hantés par le fantôme de leur famille éclatée. Ils se sont séparés, non pas dans un éclat de drame, mais dans une lente et silencieuse désintégration, comme un fruit trop mûr qui finit par pourrir de l'intérieur. Quant à Maxime, il continue de travailler dans l'entreprise, mais l'aura du fils prodige s'est ternie. La vérité a circulé, à mots couverts, et son succès porte désormais la tache indélébile de l'injustice. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni pitié en apprenant cela. Leur vie ne m'appartenait plus. J'avais coupé le fil qui me reliait à leur théâtre de la cruauté. Leur effondrement n'était pas ma victoire, c'était simplement la conséquence logique de leurs propres actions. Le silence est devenu la nouvelle langue de notre famille. La leçon la plus importante que j'ai tirée de cette épreuve n'est pas une leçon de vengeance, mais une leçon de valeur. J'ai passé des années à croire que ma valeur était déterminée par le regard de mon père, par une place à une table de fête, par un cadeau sous un sapin. J'ai appris de la manière la plus brutale qui soit que la valeur que les autres vous accordent n'est souvent que le reflet de leurs propres limites et de leurs propres intérêts. La véritable estime de soi ne se reçoit pas, elle se construit. Elle se bâtit en posant des limites claires, en refusant d'être la victime silencieuse d'une injustice, même quand l'injustice vient de ceux qui sont censés vous aimer. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même est de s'éloigner, de briser les chaînes, même si cela signifie briser ce que l'on appelait autrefois une famille. La dignité n'est pas négociable. Aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre de mon bureau, je ne vois plus l'ombre de mon passé, mais la perspective d'un avenir que je dessine moi-même, jour après jour. La boîte vide que mon père m'a offerte est devenue un symbole puissant. Elle ne représente plus le néant de ma valeur à ses yeux, mais l'espace infini que j'ai eu le courage de remplir par moi-même, avec mes propres rêves, mes propres règles et ma propre définition du succès. Je n'ai pas oublié la blessure, mais elle ne me définit plus. Elle est devenue une cicatrice, le rappel silencieux de la force que j'ai trouvée en moi quand j'ai décidé que je méritais mieux qu'une boîte vide. Et vous, je me le demande souvent, auriez-vous eu le courage de briser votre famille pour obtenir justice ?